À l'époque dorée d'Hollywood, les grands manoirs et les domaines somptueux étaient plus que de simples maisons. Ils étaient des symboles de célébrité, de richesse et des vies glamour des stars qui y vivaient. Ces grandes demeures ont vu les joies, les peines et les secrets de certaines des personnes les plus célèbres de l'histoire du divertissement. Mais au fil du temps, beaucoup de ces maisons luxueuses ont connu un avenir incertain. Certaines ont été démolies, tandis que d'autres ont beaucoup changé. Dans cette vidéo, nous explorerons les histoires de plusieurs de ces manoirs. Nous examinerons la vie des stars qui les possédaient et ce qu'il est advenu de ces lieux historiques. Le manoir Bel Air d'Elizabeth Taylor. Sans aucun doute, Elizabeth Taylor était l'une des actrices les plus célèbres du XXe siècle. Née en 1932 à Londres, elle a déménagé aux États-Unis enfant et a commencé à jouer très jeune. Avec ses yeux violets saisissants et un talent indéniable, elle est rapidement devenue une star, apparaissant dans des films classiques comme National Velvet, Cléopâtra et Who's Afraid of Virginia Woolf? Au fil des ans, la vie personnelle de Taylor a souvent été sous les feux de la rampe, avec plusieurs mariages et des romances très médiatisées qui ont captivé le public. Au début des années 1980, Elizabeth Taylor traversait une transition significative dans sa vie. Elle venait de divorcer de Richard Burton pour la deuxième fois, une relation qui avait été à la fois passionnée et tumultueuse. Sa carrière cinématographique ralentissait et elle cherchait la stabilité et un endroit qu'elle pourrait appeler son chez-soi. En 1982, elle a trouvé cet endroit dans un grand manoir situé au 7 St. Nimes Road, dans le quartier exclusif de Bel Air, Los Angeles. La maison a été construite à l'origine en 1960 et initialement possédée par Nancy Sinatra, la première épouse du légendaire chanteur Frank Sinatra. La propriété était située à Bel Air, l'un des quartiers les plus prestigieux de Los Angeles, connu pour ses maisons de luxe et ses habitants célèbres. Bel Air offrait intimité et isolement, ce qui était essentiel pour quelqu'un de la renommée de Taylor. Elizabeth Taylor a acheté le manoir en février 1982 pour 2 millions de dollars, ce qui représenterait environ 6 300 000 dollars aujourd'hui, ajusté pour l'inflation. La maison était vaste, avec 6 chambres, dont 2 suites principales et 6 salles de bain. La propriété couvrait 1,27 acres, avec de magnifiques jardins, un étang aqua et une étincelante piscine turquoise. La végétation luxuriante offrait un environnement serein où Taylor pouvait se détendre et recevoir des invités à l'abri des regards. Elizabeth Taylor était connue pour son goût exquis et son amour de l'art et des bijoux. Elle a transformé le manoir pour refléter son style personnel. L'intérieur a été conçu par Waldo Fernandez, qui a ensuite travaillé avec d'autres célébrités comme Brad Pitt et Angelina Jolie. Taylor a choisi des tapis blancs et une palette de couleurs bleues et lavande, assortie à ses célèbres yeux violets. Elle a rempli la maison d'œuvres d'art précieuses, y compris des peintures impressionnistes et une pièce notable de Vincent van Gogh, vue de la Zelle et de la chapelle à Saint-Rémy. Ce tableau avait une signification particulière et a été exposé dans son salon pendant près de 5 décennies, avant d'être vendu aux enchères en 2012 pour près de 16 millions de dollars. La carrière de son père en tant que marchand d'art a influencé son appréciation de l'art, et elle a collectionné des œuvres d'artistes célèbres comme Matisse, Pissarro et Renoir. Malgré le luxe, la maison était décrite comme chaleureuse et accueillante. Taylor voulait que les invités se sentent à l'aise, pas inquiets de détériorer des objets de valeur. Des objets personnels ajoutaient de la chaleur à la maison, des photographies de famille ornaient les murs et des souvenirs précieux étaient soigneusement disposés dans les pièces. Même sa garde-robe reflétait son style unique, avec des placards remplis de vêtements de créateurs et d'accessoires qui reflétaient son image publique glamour. L'une des caractéristiques les plus enchanteuses du manoir était le jardin. Elizabeth Taylor avait un lien profond avec ses racines britanniques et voulait recréer un jardin de style anglais dans sa maison de Los Angeles. Elle a travaillé avec le paysagiste Nicholas Walker pour réaliser cette vision. Malgré les défis du climat sec de la Californie du Sud, ils ont réussi à créer un jardin vibrant, avec des couleurs toute l'année. Le jardin était rempli de roses, de pensées et d'autres fleurs qui ajoutaient beauté et parfum à la propriété. C'était un endroit où Taylor organisait des chasses aux œufs de Pâques et des réunions de famille, créant des souvenirs joyeux avec ses enfants et petits-enfants. Le jardin comportait également des sculptures, y compris un veau en bronze créé par sa fille, Lisa Todd. L'espace extérieur n'était pas seulement pour la décoration, c'était une partie vivante et vibrante de la maison où Taylor pouvait se connecter avec la nature.
Elle aimait y passer du temps avec ses animaux de compagnie, y compris des chiens, des chats et même un perroquet nommé Alvin. Le jardin offrait un refuge paisible où elle pouvait échapper aux pressions de la célébrité. Tout au long des années 1980 et 1990, Elizabeth Taylor a continué à jouer de manière sélective, apparaissant dans des films et des émissions de télévision. Elle a reçu des éloges de la critique pour sa performance dans la pièce The Little Foxes, démontrant sa polyvalence en tant qu'actrice. Cependant, elle a trouvé une nouvelle vocation en tant que fervente défenseuse de la sensibilisation et de la recherche sur le sida. Après avoir perdu plusieurs amis à cause de la maladie, elle a cofondé l'American Foundation for AIDS Research, AMFAR, en 1985, et a ensuite créé la Elizabeth Taylor AIDS Foundation en 1991. Ces efforts ont permis de collecter des millions de dollars et ont attiré l'attention nécessaire sur la cause. Elle a reçu de nombreuses distinctions pour son travail humanitaire, y compris la médaille des citoyens présidentiels. Elizabeth Taylor a vécu dans son manoir de Bel-Air jusqu'à son décès le 23 mars 2011, à l'âge de 79 ans. La maison n'était pas juste un lieu de vie, mais un sanctuaire, où elle pouvait trouver paix et bonheur. Elle était remplie d'objets personnels, de photographies et de souvenirs qui reflétaient sa vie remarquable. Ces dernières années, le manoir a été menacé de démolition. Un promoteur a acheté la propriété avec l'intention de raser la maison historique et de construire une structure moderne à sa place. Cette nouvelle a alarmé les fans, les historiens et les défenseurs du patrimoine, qui reconnaissaient l'importance culturelle et historique de la résidence chère à Elizabeth Taylor. Des efforts ont été faits pour sauver le manoir, beaucoup plaidant pour qu'il soit préservé en tant que monument. Le sort de la propriété est devenu un symbole de la lutte continue entre la préservation d'éléments importants de l'histoire et la poussée pour de nouveaux développements dans les villes en croissance, comme Los Angeles. Actuellement, l'avenir du manoir de Bel-Air d'Elizabeth Taylor reste incertain. Le débat souligne l'importance de reconnaître et de protéger les lieux qui ont une valeur culturelle significative, non seulement pour leur beauté architecturale, mais aussi pour les histoires et les souvenirs qu'ils incarnent. Marion Davies et la maison de plage de Santa Monica. Marion Davies était une actrice talentueuse et une figure importante du début d'Hollywood. Née en 1897 à Brooklyn, New York, elle a commencé sa carrière comme chorus girl à Broadway, avant de passer au cinéma muet. Elle est devenue romantiquement liée à William Randolph Hearst, un puissant éditeur de journaux, et l'un des hommes les plus riches d'Amérique à l'époque. Leur relation était à la fois personnelle et professionnelle, et ensemble, ils se sont lancés dans des projets grandioses. En 1926, ils ont décidé de créer un magnifique manoir à Santa Monica, en Californie. La propriété, située sur la plage, devait être un symbole de luxe et un lieu où ils pourraient divertir l'élite d'Hollywood et la haute société. Ils ont engagé Julia Morgan, une architecte renommée qui a également conçu le château Hearst à San Simeon, en Californie. Morgan était l'une des premières femmes architectes de renom aux États-Unis et était connue pour ses conceptions innovantes et son attention aux détails. La maison de Santa Monica était un domaine opulent, avec plus de 100 pièces. Elle comprenait des cours de tennis, des maisons d'hôtes et une somptueuse piscine en marbre. Le design était un mélange de style méditerranéen et Georgian Revival, avec de grands halls, un travail du bois complexe et un mobilier luxueux. La propriété couvrait 5 acres de front de mer, offrant une vue imprenable sur l'océan Pacifique. Les intérieurs étaient remplis de trésors collectés par Hearst et Davis lors de leur voyage. Des meubles anciens, des œuvres d'art inestimables et des artefacts rares ornaient les pièces, créant une ambiance d'élégance et de sophistication. Le manoir n'était pas seulement une maison, mais une vitrine de l'art et de la culture. Marion Davies était connue pour son charme et son hospitalité. La maison de plage est devenue l'épicentre de la scène sociale hollywoodienne dans les années 1920 et 1930. Elle organisait des fêtes extravagantes auxquelles assistaient les plus grandes stars de l'époque, y compris Charlie Chaplin, Greta Garbo, Clark Gable et bien d'autres. Les fêtes étaient légendaires, avec des décorations somptueuses, de la musique live et des thèmes élaborés. Un événement célèbre était une fête sur le thème du cirque, où les invités étaient divertis par des artistes et profitaient d'une ambiance fantastique. Un autre était un bal masqué vénitien, avec des gondoles et des costumes. Ces rassemblements n'étaient pas seulement des événements sociaux, mais de grands spectacles qui reflétaient le glamour de l'époque. La maison de plage était aussi un lieu de créativité et de collaboration. Écrivains, artistes et cinéastes se mêlaient,
partageant des idées et s'inspirant mutuellement. Le domaine offrait un environnement privé et sécurisé où les célébrités pouvaient se détendre loin des regards du public. Malgré l'opulence, Marion Davies avait un cœur généreux. Pendant la Grande Dépression dans les années 1930, elle utilisait sa richesse pour aider ceux dans le besoin. Elle offrait souvent des repas et une assistance financière à des amis et collègues en difficulté. Elle organisait des événements caritatifs et était connue pour sa gentillesse et sa volonté de soutenir les autres. Sa générosité s'étendait à accueillir des enfants des orphelinats et à leur offrir des expériences joyeuses. Elle comprenait l'impact de redonner et utilisait ses ressources pour apporter une différence positive dans la vie des gens. Dans les années 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale jetait une ombre sur le monde, le mode de vie opulent de The Beach House commença à s'estomper. La guerre apporta des changements à la société, et les grandes fêtes devinrent moins fréquentes. Des défis financiers émergèrent également en raison de l'augmentation des impôts et des changements dans l'économie. En 1945, Marion Davies a vendu The Beach House en raison d'un litige fiscal et des circonstances changeantes. La propriété a changé de main et a été finalement transformée en hôtel et club de plage, appelé The Ocean House, puis The Sand and Sea Club. Cependant, le manoir principal a été démoli en 1956. Une décision qui a attristé de nombreuses personnes qui appréciaient son importance historique et architecturale. Le site a ensuite été transformé en un parking, effaçant une grande partie des preuves physiques du passé glamour du domaine. En 2005, la Fondation Annenberg, une organisation philanthropique, est investie dans la restauration d'une partie du set. Avec une contribution financière importante, ils ont travaillé pour créer le Annenberg Community Beach House, qui a ouvert en 2009. Ce projet a préservé la maison d'hôte d'origine et la piscine de l'estate de Marion Davies. Aujourd'hui, l'Annenberg Community Beach House sert d'espace public où les gens peuvent profiter de la plage, assister à des événements et apprendre l'histoire du set. Il propose des installations récréatives, des expositions d'art et des programmes éducatifs. La préservation de la maison d'hôte offre un lien tangible avec le passé. L'histoire de Marion Davies et de la maison de plage de Santa Monica rappelle une époque révolue de glamour et de générosité. Bien que le grand manoir ne soit plus debout, l'héritage de Marion Davies et l'importance culturelle du domaine continuent d'être célébrés et rappelés. Le site représente à la fois la grandeur de l'âge d'or d'Hollywood et l'importance de préserver l'histoire pour les générations futures. La maison de Brentwood de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe était l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire d'Hollywood. Née Norma Jean Mertenson en 1926, elle est devenue célèbre dans les années 50 grâce à sa beauté captivante, son charme et son talent d'actrice. Elle a joué dans des films classiques comme Les hommes préfèrent les blondes, Certains l'aiment chaud et 7 ans de réflexion. Malgré son succès, Monroe a rencontré des difficultés personnelles, y compris des relations tumultueuses et des luttes pour la santé mentale. Au début de l'année 1962, cherchant un nouveau départ et un endroit à elle, Marilyn Monroe a acheté une maison modeste de style espagnol dans le quartier de Brentwood à Los Angeles. Elle a payé 75 000 $ pour la propriété, ce qui équivaudrait à environ 780 000 $ aujourd'hui après ajustement pour l'inflation. C'était la seule maison qu'elle ait jamais possédée indépendamment, marquant une étape importante dans son désir de stabilité et de contrôle sur sa vie. La maison était un charmant bâtiment d'un étage construit en 1929. Elle comportait de larges murs en adobe, un toit en tuiles rouges, et était conçue dans une disposition en L typique de l'architecture de style reviviscence coloniale espagnole. La propriété était isolée au bout d'une impasse tranquille, offrant intimité face au public et à la presse. À l'intérieur, le salon avait des plafonds voûtés avec des poutres en bois et une cheminée chaleureuse. Marilyn Monroe a décoré la maison avec des meubles, de l'art et des carreaux mexicains qu'elle a personnellement sélectionnés lors de voyages au Mexique. La décoration reflétait son appréciation pour la simplicité et l'authenticité. La cuisine a été rénovée pour correspondre à ses goûts, y compris un coin petit déjeuner pittoresque où elle pouvait profiter de moments tranquilles. La chambre principale donnait sur le jardin luxuriant, offrant un refuge paisible. La maison avait 2 chambres, et il y avait une petite maison d'hôte sur la propriété, que Monroe rénovait au moment de sa mort. L'arrière-cour comprenait une piscine en forme de rein et un jardin rempli d'arbres fruitiers et de fleurs. Monroe aimait passer du temps à l'extérieur, se détendant près de la piscine et s'occupant de son jardin.
La maison offrait un espace sûr et privé pour qu'elle se détende et se ressource, un sentiment de tranquillité qu'elle appréciait profondément. Tragiquement, Marilyn Monroe a vécu dans la maison de Brentwood pendant seulement 6 mois. Le soir du 4 août 1962, elle est morte d'une overdose de drogue dans sa chambre. Sa mort a été considérée comme un suicide probable, bien qu'elle ait fait l'objet de nombreuses spéculations et théories du complot au fil des ans. Son décès à l'âge de 36 ans a choqué le monde et marqué la fin d'une vie brillante mais troublée. La maison, en tant que lieu de sa mort, est devenue un symbole poignant de ses luttes et des pressions de la célébrité. Au fil des décennies, la maison de Brentwood a changé de main plusieurs fois. Certains propriétaires ont préservé la propriété, tandis que d'autres ont fait des rénovations. Ces dernières années, de nouveaux propriétaires ont prévu de démolir la structure historique pour agrandir leur domaine adjacent. Cela a suscité un tollé public de la part des fans, des historiens et des défenseur du patrimoine qui voulaient sauver la maison en raison de son importance culturelle et historique. Des batailles juridiques sont suivies, avec des efforts pour faire désigner la maison comme monument culturel historique. Les partisans ont soutenu que la maison était un lien tangible avec la vie et l'héritage de Marilyn Monroe, et que la démolir effacerait une partie importante de l'histoire d'Hollywood. Le conseil municipal de Los Angeles est intervenu, avec la membre du conseil Tracy Park à la tête des efforts pour protéger la propriété. En juin 2024, le conseil a voté à l'unanimité pour désigner la maison comme un monument culturel historique. Cette désignation a fourni une protection légale, empêchant la démolition de la maison et reconnaissant son importance en tant que site culturel et historique. La décision a été célébrée par les fans et les défenseurs du patrimoine, qui y ont vu une victoire pour la préservation historique et un hommage à l'héritage durable de Marilyn Monroe. Pickfair, le manoir le plus populaire d'Hollywood. Mary Pickford et Douglas Fairbanks étaient deux des plus grandes stars du début d'Hollywood. Mary Pickford, connue comme America's Sweetheart, était l'une des actrices les plus réussies de l'ère du cinéma muet. Douglas Fairbanks était célèbre pour ses rôles de cape et d'épée dans des films comme Le Signe de Zorro et Le Voleur de Bagdad. Ensemble, ils formaient le couple puissant original d'Hollywood. Au début des années 1920, ils ont acheté un domaine de 15 acres à Beverly Hills, Californie. Ils voulaient créer une maison qui reflète leur statut et offre une retraite luxueuse loin des exigences de leur carrière. Ils ont nommé le domaine Pickfair, une combinaison de leurs noms de famille. Ils ont engagé l'architecte Wallace Neff, qui était connu pour ses designs innovants, mêlant les styles colonial espagnol et méditerranéen. Pickfair a été transformé en un grand manoir avec des fenêtres en verre plombé, des parquets et des plafonds ornés de fresques. La maison avait 2 ailes élégantes, un porche en forme de L et un toit en cuivre avec des ferronneries ornées. Le domaine comprenait des écuries, des cours de tennis, une piscine, l'une des premières à Los Angeles, et même une piste de jogging souterraine. Les intérieurs étaient décorés d'art et d'antiquités du XVIIIe siècle, collectés du monde entier. Le salon affichait des meubles de l'époque de Louis XVI, et les murs étaient ornés de chefs-d'œuvre. Des touches personnelles rendirent la maison unique. Mary Pickford et Douglas Fairbanks ont rempli les pièces d'objets reflétant leurs intérêts et voyages. Le manoir n'était pas juste une démonstration de richesse, mais une réflexion de leur personnalité et passion. Au cours des années 1920 et 1930, Pickfair est devenu le centre social de Hollywood. Mary Pickford et Douglas Fairbanks étaient connus pour organiser des fêtes somptueuses et des rassemblements qui attiraient des célébrités, des politiciens et des membres de la royauté. Les invités comprenaient Charlie Chaplin, Albert Einstein, Amelia Earhart, F. Scott Fitzgerald, et même le président Franklin D. Roosevelt. Le domaine était souvent comparé à un palais, et il symbolisait le glamour et l'opulence de l'âge d'or d'Hollywood. Une invitation à Pickfair était très convoitée, et les événements qui s'y tenaient étaient légendaires. Un événement mémorable fut une fête où les invités arrivaient déguisés en personnages historiques, ajoutant une touche de fantaisie et de créativité. Les rassemblements étaient des occasions de réseautage, de collaboration, et tout simplement de profiter de la compagnie de pairs dans un cadre magnifique. Cependant, le mariage du couple a commencé à se détériorer dans les années 1930. Ils ont divorcé en 1936 et la vie sociale animée à Pickfair a diminué. Mary Pickford a continué à vivre dans le domaine avec son 3e mari, Charles Buddy Rogers.
mais elle est devenue de plus en plus recluse. Après la mort de Pickford, après sa mort en 1979, la propriété a été vendue à Jerry Buss, le propriétaire des Los Angeles Lakers. En 1988, l'actrice Pia Zadora et son mari, Meshulam Riklis, ont acheté Pickfair pour $6 700 000. Dans une décision controversée, ils ont démoli la plupart du manoir original en 1990, invoquant des dommages causés par les termites et des hantises présumées comme raison. La démolition a suscité l'indignation du public, car beaucoup y ont vu la destruction d'une partie importante de l'histoire d'Hollywood. Douglas Fairbanks Jr., le fils du propriétaire original, a exprimé publiquement sa consternation. Les nouveaux propriétaires ont construit un manoir moderne sur le site, mais la perte de Pickfair a été pleurée tant par les fans que par les historiens. Pickfair reste un symbole de l'âge d'or d'Hollywood et des personnalités plus grandes que nature qui ont façonné l'industrie du divertissement. Bien que le manoir d'origine ait disparu, son histoire perdure dans les livres, les documentaires et la mémoire collective d'une époque révolue. Le sort de Pickfair souligne les défis de la préservation des propriétés historiques, surtout lorsque la propriété change de main et que les nouveaux propriétaires ont des visions différentes. Cela rappelle l'importance de protéger les monuments culturels pour les générations futures. L'Hôtel Garden of Allah. L'Hôtel Garden of Allah était un établissement légendaire qui a ouvert en 1927 sur Sunset Boulevard à West Hollywood. À l'origine, c'était la propriété privée de l'actrice de cinéma muet Alla Nazimova. Elle a transformé sa maison en hôtel pour faire face à des difficultés financières, créant ainsi un refuge unique et luxueux. L'hôtel était constitué de villas de style espagnol situées au milieu de jardins luxuriants et comportait une piscine emblématique en forme de mer Noire, reflétant l'héritage russe de Nazimova. Le Garden of Allah offrait intimité et confort, attirant les stars les plus brillantes et les esprits créatifs de l'époque. Le Jardin d'Allah est devenu un refuge pour les célébrités, écrivains, musiciens et artistes. Parmi les invités notables figuraient F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Dorothy Parker, Humphrey Bogart, Errol Flynn, Greta Garbo et bien d'autres. Les écrivains et les intellectuels y trouvaient de l'inspiration. L'hôtel était connu pour sa vie sociale animée, avec des rassemblements impromptus, des discussions et des fêtes qui duraient souvent tard dans la nuit. C'était un endroit où la créativité prospérait et les limites étaient repoussées. F. Scott Fitzgerald a écrit des parties de son dernier roman, Le Dernier Nabab, pendant son séjour à l'hôtel. L'atmosphère du Garden of Allah offrait un riche décor à son écriture, capturant l'essence de l'attrait et de la complexité d'Hollywood. Pendant les années 1930 et 1940, le Garden of Allah incarnait le glamour d'Hollywood. L'atmosphère de l'hôtel était détendue et bohème, permettant aux clients d'être eux-mêmes, sans la pression du regard public. Le mélange de personnalité et de talent a conduit à des collaborations et amitiés qui ont influencé la littérature, le cinéma et la musique. Le bar et la piscine de l'hôtel étaient au centre de sa vie sociale. Des histoires de fêtes folles et d'escapades romantiques ont fait partie de sa légende. C'était un lieu où les frontières entre la réalité et la fiction s'estompaient souvent, ajoutant à son mystère. Le Garden of Allah était plus qu'un hôtel. C'était un microcosme d'Hollywood lui-même. Il capturait l'esprit d'une époque marquée par l'innovation, la créativité et une touche de rébellion contre les normes conventionnelles. Dans les années 1950, la popularité de l'hôtel a commencé à décliner. Les changements dans l'industrie du divertissement, l'évolution des normes sociales et le développement de nouveaux hébergements de luxe ont entraîné une diminution du nombre de clients. Le Garden of Allah a eu des difficultés financières et a finalement changé de propriétaire. En 1959, la décision fut prise de démolir l'hôtel pour faire place à un bâtiment bancaire. La perte du Garden of Allah a été perçue par beaucoup comme la fin d'une époque. Elle représentait non seulement la démolition d'un bâtiment, mais la disparition d'un site culturel qui avait été une partie vibrante de l'histoire d'Hollywood. Le site a connu divers aménagements au fil des ans, y compris un centre commercial et d'autres propriétés commerciales. Les défenseurs de la préservation et les historiens ont déploré la perte et des efforts ont été faits pour commémorer l'importance de l'hôtel, la maison bien-aimée de Betty White à Brentwood. L'actrice bien-aimée Betty White et son mari, Allen Ludden, ont acheté une charmante maison de style colonial à Brentwood, Los Angeles, en 1968. La maison, construite dans les années 1950, est devenue leur sanctuaire pendant plus de 50 ans.
C'était un endroit où ils partageaient amour, rire et de nombreux souvenirs heureux. La maison était remplie de chaleur, et reflétait la personnalité joyeuse de Betty White. C'était plus qu'une simple maison. C'était un foyer où ils ont construit leur vie ensemble. La maison était un lieu de chaleur et de joie, reflétant la personnalité de White. Elle comportait un salon accueillant où elle recevait ses amis et sa famille. La cuisine accueillante était un endroit où elle appréciait les plaisirs simples comme préparer du thé et cuire des biscuits. Les chambres tranquilles étaient remplies de touches personnelles, y compris des photographies et des souvenirs de sa longue carrière. Le jardin vaste était un havre pour les nombreux animaux de compagnie de White, illustrant son profond amour pour les animaux. Elle était connue pour avoir des chiens, des chats, des oiseaux et même un perroquet nommé Alvin. Pendant ces années à Brentwood, la carrière de Betty White a prospéré. Elle est devenue célèbre pour ses rôles dans The Mary Tyler Moore Show, où elle jouait Sue Ann Nivens, et Les Craquantes, où elle interprétait Rose Nylund. Elle a remporté de nombreux Emmy Awards et est devenue une figure adorée de la télévision américaine. Elle était connue pour son esprit vif, son sens du timing comique et sa personnalité chaleureuse. Après la mort de son mari en 1981, White a continué à vivre dans la maison, chérissant les souvenirs qu'ils avaient construits ensemble. Elle est devenue une défenseur du bien-être animal et s'est impliquée dans diverses associations caritatives, y compris le Zoo de Los Angeles et la Morris Animal Foundation. Après le décès de Betty White en décembre 2021 à l'âge de 99 ans, la maison de Brentwood a été vendue avec la compréhension qu'elle serait démolie. Malgré les espoirs des fans de la préserver en hommage, la maison a été démolie en 2022. Des objets personnels et des éléments de la maison, comme la porte d'entrée jaune vif, ont été sauvés et chéris par ceux qui lui étaient proches. La comédienne Chelsea Lunn a acquis la porte d'entrée et prévoyait de l'installer chez elle. La démolition a marqué la fin d'une époque pour ceux qui admiraient Betty White et son héritage. C'était un moment poignant pour les fans qui ressentaient un lien personnel avec l'actrice. Les recettes de la vente de la maison ont été données à des associations de protection des animaux, en hommage à l'engagement de White pour le bien-être des animaux. Bien que la maison physique ait disparu, l'héritage de Betty White perdure à travers ses contributions au divertissement et ses efforts philanthropiques. Elle est rappelée comme une pionnière de la télévision et une figure aimée qui a apporté de la joie à des millions de personnes. Son travail avec les animaux et son esprit chaleureux continuent d'inspirer des gens dans le monde entier.